Expression, Express Yourself. C'est une émission dans laquelle nous vous proposons de découvrir une personne que nous avons invitée sur ce plateau. Madame, monsieur, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons comme invité Salomé Richir-Aldeman. C'est la nouvelle coordinatrice de Stop Pauvreté en Suisse romande. Salomé, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, vous êtes depuis peu la coordinatrice de Stop Pauvreté. En 2 mots, Stop Pauvreté, qu'est-ce que c'est ? Donc, Stop Pauvreté, c'est une campagne de plaidoyer qui est liée au réseau évangélique suisse et qui fait partie d'une organisation qui s'appelle Interaction et qui est un collectif d'œuvres de développement. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez postulé et que vous avez été engagée pour être cette nouvelle coordinatrice ? Alors, il y a longtemps de ça, je rêvais d'un boulot qui m'invite à plaidoyer, à ramener les questions de justice dans les églises. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Et quand j'ai vu l'offre d'emploi, je me suis dit, là, je postule, ça correspond vraiment à ce que je voulais faire depuis longtemps. Alors, vous avez un parcours professionnel assez original. Vous êtes pasteur, mais en même temps, avant de faire du pastorat, vous avez été ergothérapeute. Alors, expliquez-nous. Oui, absolument. Donc, l'ergothérapie, c'est ma première formation. J'ai exercé pendant une 12aine d'années. Je travaillais notamment en pédiatrie et puis avec des jeunes adultes qui avaient des handicaps lourds, des polyhandicaps. Tout ça, c'était en Alsace. Tout ça, c'était en Alsace, en France. J'ai vécu toute ma vie en France. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, vous avez décidé d'envisager de faire une formation pour devenir pasteur ? Alors, la formation pour devenir pasteur, en fait, je ne l'ai pas faite en me disant « je vais me former pour devenir pasteur ». C'est-à-dire, j'étais ergothérapeute, j'aimais mon travail, mais j'avais en parallèle ce souci pour la paix et cette question de comment est-ce qu'on y travaille en Église. Oui, puis de manière intéressante, vous avez une expérience pendant cette période à l'étranger où vous êtes allé, sauf erreur, aux Philippines. Exactement. Et en fait, c'était en revenant. Donc, j'étais partie aux Philippines où pendant 2 ans, j'avais travaillé dans une organisation qui s'appelait Peace Builders Community. Constructeurs les constructeurs de paix, les artisans de paix. Mmh. Et c'était une organisation qui travaillait sur l'île de Mindanao, donc au sud des Philippines. Oui, dans un contexte très difficile où vous étiez en lien avec, est-ce qu'on ose les appeler des terroristes islamistes ? Non. Le mot terroriste, c'est toujours l'autre finalement, en fait. Eux se voyaient comme des combattants pour la liberté ou des combattants de libération. Et on travaillait avec un groupe sur l'île du Sud qui militait pour l'autonomie en fait de la province. Ils avaient des revendications politiques qui étaient en fait entendables. Enfin, je le revendique ici. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur place, une jeune femme qui arrive aux Philippines, qui parlait pas la langue ou pas vraiment. Je me suis assez vite retrouvée en fait au niveau de la communication, information. Je tenais le blog et le site internet de l'association pour laquelle je travaillais. Et puis en parallèle, ils m'emmenaient en fait sur toutes leurs missions. Ils avaient vraiment cette idée de dire mais l'important c'est pas tellement ce que tu fais, c'est qui tu es et les relations que tu construis. Et donc on a beaucoup voyagé en fait au travers des Philippines. Sur la fin de ma mission, ils m'ont même confié quelques mois dans le nord du pays où il fallait prendre contact avec le Front de libération de la Cordillère ou le Front populaire de libération de la Cordillère. Quand on vous entend, on se dit, mais elle était entourée de guérilleros constamment, sa vie était menacée ? Non. Alors en fait, j'ai jamais trop su puisque mon patron, il avait celui qui avait fondé cette association qui était philippin. Il avait vraiment un peu un sens du théâtre. Et alors, de temps en temps, il disait « Ah, mais là, il faut qu'on baisse les vitres pour qu'ils voient qui on est parce qu'il y a des snipers qui nous ont dans le viseur. » Il avait toujours un petit peu des histoires comme ça. Et j'ai jamais su à quel point c'était vrai et à quel point il aimait mettre un petit peu de piment dans le quotidien. Au niveau du Front de libération de la Cordillère, en fait, c'est ça qui était vraiment très étonnant sur ce séjour aux Philippines. C'est que oui, donc j'ai parlé avec... mais typiquement, c'était une fois, une dame m'invite à venir manger chez elle. J'ai essayé de rentrer en contact avec le Front de libération de la Cordillère, qui était possible par une de mes collègues qui avait de la famille, qui était en lien, voilà. Et puis une dame nous invite à manger, elle est charmante, elle cuisine pour nous, on rigole. Et puis c'est à la fin du repas ? À la fin du repas que mon ami dit
c'est la deuxième. Elle est lieutenant de l'armée de libération de la Cordillère. C'est elle qui dirige. Et en fait, moi, les gens que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés on va dire dans le civil, si vous voulez. Et en fait, c'était souvent des gens qui étaient charmants, en fait. Donc ça, c'était une première surprise, je pense. Ouais. Voilà. Et puis, vous passez ces 2 années aux Philippines. Et dans ce contexte-là, naît une sorte de désir d'aller plus loin dans la réflexion autour de la construction de la paix. Voilà, exactement. C'était déjà ce désir qui m'avait amené aux Philippines, puisque j'avais rencontré en Europe le couple qui avait fondé l'association, qui avait fondé cette ONG. Ouais. Je l'avais rencontré en Europe. Et puis déjà, j'avais la question de, mais finalement, comment est-ce qu'on travaille pour la paix en tant qu'Église ? Je le voyais dans la Bible, je le voyais dans l'Église, je viens des églises ménonites, où ce souci pour la paix est très fort, en tout cas on en parle beaucoup, mais je ne le voyais pas trop en pratique. Et puis rencontrer ce couple en Europe, ça m'avait vraiment intriguée, où je disais « Ah, mais vous travaillez pour la paix, mais comment est-ce qu'on travaille pour la paix ? Comment est-ce qu'on construit la paix ?» J'en ai pas la moindre idée. Et puis eux m'avaient dit très librement, si ça t'intéresse, viens une fois passer du temps chez nous. Donc c'était déjà comme ça que j'étais partie aux Philippines. Et en rentrant, j'avais une bien meilleure idée de pratiquement comment est-ce qu'on construit la paix, mais j'avais encore beaucoup de questions théoriques en disant, mais finalement, comment est-ce qu'on décide de soutenir telle idée plutôt que telle autre, quand typiquement l'armée de libération de la Cordillère qui disent aidez-nous à faire passer notre volonté de libérer la Cordillère au niveau du gouvernement. Et je me dis, mais est-ce que vraiment c'est juste ? Est-ce que tout le monde le veut ? Est-ce que c'est qu'un petit groupe ? Est-ce qu'on les obéit ? Est-ce qu'on les suit parce qu'ils sont violents, et alors que le peuple lui-même, est-ce qu'il le veut ? Est-ce qu'il ne le veut pas ? Comment est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qui est juste ? Donc j'avais un petit peu toutes ces questions théoriques. Donc là, vous aviez vraiment envie d'approfondir cette thématique de la paix. Absolument. Et en même temps, il y avait cette dimension de foi qui était importante pour vous. Et vous cherchiez un lieu. Exactement. Et je cherchais un lieu qui associe à la fois, je voulais vraiment plonger dans la Bible et la théologie, et avoir une idée plus claire de, mais finalement, quelles sont les dynamiques des conflits, comment est-ce qu'on les dépasse, à quoi ça sert, d'où ça vient. Et j'ai trouvé une école ménonite, d'ailleurs, anabaptiste, qui était l'école officielle de la conférence ménonite mondiale. Donc ça, elle s'appelle ? Elle s'appelle AMBS, Anabaptist Mennonite Biblical Seminary. Et ça, puis c'est elle est basée aux États-Unis, voilà, à Elkhart. dans l'Indiana. Dans l'Indiana. Vous vous rendez là-bas pour 3 ans. Oui, j'y suis partie pour 3 ans, un peu en me disant, donc en rentrant des Philippines, je suis retournée à mon travail d'ergothérapeute, de nouveau pendant quelques années, et puis ça me plaisait, c'est un métier qui est incroyable. Et puis ça a recommencé à me titiller en me disant, mais quand même, j'aimerais bien me former, j'aimerais bien en savoir plus. Et c'était vraiment ce désir c'était ce désir d'apprendre, en fait, qui m'a amenée aux États-Unis. Ok, vous faites 3 ans là-bas aux États-Unis. Si vous aviez en 2 mots à nous dire ce que vous retirez encore aujourd'hui de ces 3 années d'études dans cette faculté de théologie, qu'est-ce que vous mettriez en avant ? Vraiment, donc j'étais partie avec cette expérience des Philippines, avec un peu vraiment au niveau sur quand il y a des groupes en conflit, comment est-ce qu'on fait ? Et puis, tout au long de ma formation, je me suis dit, mais finalement, la paix, vraiment, c'est quelque chose qui se construit à la fois à l'intérieur et puis qui se construit petit à petit dans une communauté ancrée. Et en fait, c'était un petit peu ça où pendant longtemps, je disais « j'aimerais bien un travail où je peux travailler pour la paix en lien avec les églises, quelque chose qui soit géographiquement ancré dans une communauté locale, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme travail. » Et puis des amis avaient fini par me dire « Deviens pasteur. Deviens pasteur, c'est ça ton métier mystérieux. » Voilà. Donc vous faites 3 ans d'études et vous vous retrouvez en stage pastoral en Alsace, Absolument. dans le Haut-Rhin. Oui, dans une église qui s'appelle l'église ménonite Bethel, à Neuf-Brisac. J'ai été stagiaire d'un pasteur d'ailleurs qui venait aussi de l'Afré, qui s'appelle Mario Leingruber. Donc de la Fédération romane d'églises évangéliques. Tout à fait, oui. Et puis qui vous a finalement transmis le témoin pour continuer comme pasteur dans la même église. Exactement. Et j'y suis restée encore 1 an
Et qu'est-ce qui a fait finalement votre spécificité pastorale? Parce qu'on peut imaginer quand même qu'avec la formation que vous avez suivie, vous avez peut-être un peu détonné par rapport à d'autres pasteurs qui sortaient de facultés de théologie ou de hautes écoles plus orientées Bible et théologie. Oui, alors je pense que ma formation était quand même orientée Bible et théologie, mais c'est vrai que je l'approchais avec un vrai désir euh, euh, quelque part de prendre tout le monde avec moi en fait. Donc j'étais pas trop une pasteur qui fait beaucoup de cours magistraux ou d'enseignement du haut de la chair. Euh, Vous mais j'ai étiez beaucoup essayé, plus dans une dynamique participative. Vous n'étiez ouais, pas le leader qu'il fallait absolument suivre pour que l'Église connaisse son épanouissement plein et entier. voilà. Mais aussi parce que je pensais que l'épanouissement plein et entier, il vient quand l'Église entière s'engage et participe. Et on a eu des très très beaux moments, je trouve, ensemble, d'études bibliques communautaires, où on se mettait ensemble à l'écoute de la parole, et qu'est-ce que tu vois, et qu'est-ce que toi tu vois, et qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce que tu remarques, et comment est-ce qu'on avance. C'était... Ouais, je crois que c'était la patte que j'ai pu apporter. Alors aujourd'hui, hein, on l'a dit, vous êtes coordinatrice de Stop Pauvreté en Suisse Mhm. romande. Euh, Qu'est-ce que ce parcours original que vous avez, qu'est-ce que ce parcours vous apporte dans le cadre de cette dynamique d'animation sociale et quelque part en faveur de la justice shalom dans Mhm. les églises en Suisse romande? Alors, je pense que je viens du coup avec un amour très très fort pour l'Église. Je crois vraiment que l'Église, c'est l'outil qu'a choisi le Christ pour euh, montrer son royaume. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Donc, l'Église locale, les unions d'églises, les églises au niveau national ou mondial, c'est quelque chose que je porte très très fort. Bon, ça, c'est assez original parce que souvent, on entend des jeunes pasteurs qui sont un peu désillusionnés par rapport à leur propre communauté, qui ne bougent pas assez, avec laquelle finalement parfois ils ont des tensions. Ouais. Vous-même, vous semblez avoir un regard beaucoup plus positif sur le vécu communautaire d'une église. Oui, mais aussi quelque part parce que c'est le but du jeu en fait. Enfin, le but du jeu. Euh, une église où personne n'est pénible, c'est pas une C'est pas église qui intéressant marche. pour vous. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est pas une église qui fait son job quelque part. Je pense que Donc vous je avez vois. une vision Ouais, très pragmatique finalement. Vous prenez les gens un peu comme ils sont, puis vous vous dites qu'au travers de la dynamique du vécu communautaire, ouais. finalement La les gens vont... transformation est La possible. transformation est possible. Ouais. Donc vous n'avez pas une vision comme ça très idéale de la communauté, mais vous êtes pragmatique. Pragmatique mais idéaliste quand même, je pense, dans le sens où je vois vraiment l'Église presque comme un laboratoire en fait, où quelque part on est obligé, on se retrouve coincé avec cette cinquantaine de personnes qu'on revoit tous les dimanches, qu'on voit en dehors, qu'on aime ou qu'on doit aimer ou qu'on apprend à aimer. Et, euh, et c'est cet exercice-là qui nous aide ensuite à aimer à l'extérieur quelque part, ou cet amour envers des gens que tout le monde trouve un peu difficile à aimer, qui font notre témoignage en tant qu'Église. Donc quelque part, je suis très idéaliste, mais aussi sur des bases concrètes. Enfin, je sais pas si on peut dire ça Très, comme ça. très ancré dans le terrain Ouais, concret des tensions et des difficultés qu'un pasteur ou qu'une pasteur peut rencontrer ouais. dans le vécu local. Alors, on perçoit bien votre amour pour l'Église locale. Finalement, dans le cadre de Stop Pauvreté, vous mettez en place un nouveau cours qui s'appelle Just Mhm. People et où on parle des églises comme des incubateurs de la justice. C'est un peu Oui. des grands slogans. Ça veut dire quoi? Alors l'église incubateur, c'est un peu, on reprend un peu cette image euh, comment est-ce qu'on dit dans le milieu des startups, des jardinières ou c'est l'idée de dire, mais en fait on commence petit, on, dans un petit groupe, on essaye d'instiguer le changement, et puis une fois que ça prend, c'est le levain en fait. Une fois que ça prend, tac, on transmet. Donc c'est d'avoir
un lieu avec des gens qui sont motivés pour le changement, qui veulent faire changer le monde, qui veulent créer quelque chose du royaume de Dieu. Et puis, il y a une concentration de ces personnes au niveau de l'Église qui fait que la transformation est possible. Et puis, une fois que ça commence, hop, on ouvre l'incubateur. C'est un peu l'image. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce cours Just People touche à des grands problèmes d'aujourd'hui, à la crise climatique, à aussi toutes les questions de justice nord-sud. Vous pensez vraiment que dans ce domaine-là, en matière de crise climatique, en matière de justice nord-sud, les églises locales peuvent être des incubateurs pour quelque chose de neuf? Ah ouais, à 100%. À 100%. Il y a... même en dehors de l'Église, je pense que je vais commencer avec ça. J'ai lu beaucoup de choses dans le milieu un peu des activistes pour le climat où ils disent mais en fait, ce qu'on peut faire tout seul, ça n'a pas beaucoup d'impact en fait. Enfin, oui, tout seul on recycle, ok, c'est pas mal, mais ça fait pas un changement incroyable. Au niveau des grandes directions, du gouvernement, ça change pas assez vite. Et donc, du coup, le niveau auquel le changement est vraiment possible et a de l'effet, c'est celui des communautés. Donc ça, c'est une conviction qui est assez forte dans le milieu de la protection de la nature hors Église. Donc ça, c'est un premier Donc finalement, l'Église devient ce lieu communauté qui oui. permet finalement de promouvoir le changement. Exactement, exactement. Parce que aussi, ça fait partie complètement de notre appel, en fait, de notre appel en tant qu'Église, cet appel à prendre soin de la création que Dieu a faite, qui est là depuis le début. Il nomme Adam et Ève comme intendants de cette création, comme co-créateurs avec lui. Et puis, c'est une mission qu'on a parfois un peu mise de côté ou un peu oubliée, et qu'il est important, je pense, que l'Église retrouve et reprenne. Alors, vous promouvez actuellement ce cours Just People. Du point de vue pratique, qu'est-ce que vous espérez voir naître dans les églises en Suisse romande? Alors, je ne sais pas si ça sera très pratique ou plutôt idéaliste. Ce que j'aimerais voir naître dans les églises en Suisse romande, c'est un souci de la justice qui prend le pas presque, en fait, enfin, qui prend toute sa place dans les églises. J'aimerais que les petits groupes ou les églises suivent le cours Just People et puis se disent, mais finalement, comment est-ce qu'on peut s'engager? Comment est-ce qu'on peut, à notre échelle, dans notre lieu, dans le contexte qui nous entoure, comment est-ce qu'on peut, nous, montrer quelque chose de la justice de Dieu au niveau donc social, au niveau des gens et au niveau de la création, et qu'elle s'engage dans quelque chose. Ça, c'est vraiment... j'espère quelque chose de l'ordre d'une traînée de poudre. Ça serait... ouais, ça serait l'idéal. Ouais. Est-ce que, concrètement, vous avez déjà perçu un peu des lieux en Suisse romande ou ailleurs sur la planète où cette dynamique d'incubation des questions de justice sociale, mais aussi de respect pour la création, sont déjà à l'œuvre et ont posé des signes concrets intéressants? Ouais, je peux parler de la petite église à laquelle je participais aux États-Unis. C'était une assez petite assemblée. Il y avait une trentaine de personnes ou quelque chose comme ça qui étaient dans un quartier qui avait été rasé complètement quelques années auparavant, puisque c'était un quartier d'habitation plutôt noir. Enfin, c'était un quartier d'habitation de personnes noires que la ville avait délogé et rasé pour des prétextes d'urbanisme, de réorganisation. Le quartier était resté assez vide pendant longtemps, et puis au fur et à mesure que ça avait été reconstruit, et une des habitations était devenue le lieu de rassemblement de l'Église. Et il y avait un vrai souci de l'Église qui s'appelait Fellowship of Hope, de recréer, de ramener quelque chose de la justice, de raconter l'histoire, en fait, puisque beaucoup de gens dans la ville ne connaissaient pas cette histoire de ce qui s'était passé, la manière dont... Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y avait tellement de parcs dans ce coin de la ville? Et ils avaient dédié toute
la moitié de leur terrain, en fait, où ils avaient créé comme un genre de jardin du souvenir, où ils avaient enregistré des personnes ils avaient enregistré des personnes qui racontaient, qui avaient habité là, qui racontaient ce qui s'était passé, avec la possibilité au fur et à mesure en plantant aussi des arbres qui étaient locaux, qui avaient été les arbres qui étaient en Indiana avant que les hommes arrivent et puis fassent un peu leur construction et leur aménagement Donc il y avait à la fois un désir qui était plutôt de l'ordre de la protection de la création, de mais quelles espèces vivent sur cette terre et comment est-ce qu'on peut leur redonner une place, avec aussi comme des QR codes qui ramenaient vers mais qu'est-ce qui s'est passé ici, où il y avait à la fois des témoignages des Premières Nations, des Potawatomi, et à la fois des témoignages des personnes qui habitaient dans le quartier. Et ça, c'est un vécu d'église qui vous a impacté? Oui, ça, c'était un vécu d'église qui m'avait beaucoup parlé, puisque c'était à la fois... donc, c'était au début le jardin de l'église, et puis surtout, mais au lieu de juste y aller de temps en temps pour prendre un repas communautaire, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un lieu où on essaye de rappeler un peu l'histoire, d'inviter à plus de justice, mais aussi de poser un marqueur. Public. C'est devenu un jardin public, tout à fait, et visitable. Ouais. Et puis, du point de vue de la foi, quel est le témoignage qui vous a paru particulièrement pertinent dans ce contexte de jardin public consacré aux souvenirs? Dans le contexte de la foi, en fait, ce contact qu'il y a eu avec aussi des personnes Potawatomi, donc des Premières Nations, ça a amené, je parlais récemment à une de mes amies qui continue d'aller dans cette église et qui dit, mais en fait, il y a une église Potawatomi qui nous a contactés en disant, mais on n'a pas on n'a pas de lieu de culte. Mmh. Et est-ce qu'il y a une relation qui s'était créée autour de ce jardin au travers de l'affirmation de cette sensibilité à l'endroit et des Premières Nations de cette région de l'Indiana. Oui, de leur valeur, de leur légitimité, en fait, à cet endroit, et où maintenant, ils partagent le bâtiment. Ils partagent le bâtiment avec une église qui vient, du coup, avec leur culture et puis leur langue. Et oui, et au niveau de la foi, je crois que c'était cette invitation, en fait, de dire, mais dans les promesses de Shalom, il y a souvent cette idée de tout le monde aura son figuier et sa vigne. Et de dire, mais en fait, voilà, nous, on habite ici, mais il y a aussi un figuier pour vous, il y a aussi une vigne pour vous. Et cette invitation, en fait, pour affirmer la dignité de toutes les personnes qui sont passées par là, qui, pour moi, est profondément biblique. Ouais. Salomé Richie-Haldeman, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans le cadre de cette émission Expression. Avec plaisir. Rappelle que vous êtes la nouvelle coordinatrice de Stop Pauvreté en Suisse romande. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Si vous souhaitiez en savoir plus sur Salomé ou sur Stop Pauvreté, il y a un site internet? Alors, il y a un site internet, stoppauvreté.ch. Et puis, je suis aussi disponible pour venir prêcher dans les églises si vous souhaitez m'inviter. Mes coordonnées sont sur le site internet. Salomé, merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci à vous. Au revoir et à bientôt.